Sophie Binet, merci d'être là ce matin après avoir travaillé un peu tard hier soir puisque vous aviez un rendez-vous important avec le Premier ministre François Bayrou que vous avez donc rencontré à Matignon. Alors racontez-nous, ça s'est passé comment et vous êtes sorti dans quel état d'esprit ? Bien écoutez, comme ses trois prédécesseurs, le Premier ministre nous a écoutés poliment. Ouais. La CGT jugera sur pièce en fonction du contenu de son discours de politique générale. Ce que je lui ai dit, c'est que je l'ai alerté sur la gravité inédite de la situation. Je l'ai alerté en particulier sur la situation de l'emploi. Je lui ai remis la liste des 300 plans de licenciement en cours actuellement recensés par la CGT, en lui disant que cette liste ne cessait de s'allonger, que ça faisait 6 mois qu'on alertait et qu'il fallait là maintenant prendre des mesures immédiatement pour mettre en place un moratoire sur les licenciements. Je l'ai alerté sur un dossier emblématique, à savoir celui des fonderies de Bretagne, que Renault est en train de forcer à la fermeture, en lui disant que l'État devait taper du poing sur la table, que c'était facile de signer des chèques. Maintenant, il fallait se faire respecter des grands groupes et arrêter qu'ils fassent la pluie et le beau temps. Et vous avez parlé des retraites aussi, évidemment. C'est évidemment un sujet central dont on parle beaucoup ce matin. Il y a quelques instants, pour le PS, Olivier Faure a dit qu'il n'y avait pas de veto sur la suspension de la réforme. Est-ce que vous avez pas de veto ? Pas d'annonce, mais est-ce que vous avez entendu le même son de cloche du côté de François Bayrou hier ? Eh bien, écoutez, quand je lui ai dit qu'il fallait bloquer l'application immédiate de cette réforme, il m'a dit que je n'étais pas la seule à le demander. Je lui ai confirmé que l'ensemble des syndicats demandaient l'abrogation de cette réforme et il ne m'a pas dit non à ce stade. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est que ça n'était pas des aménagements cosmétiques qui allaient régler le problème. Cette réforme est extrêmement violente. Il faut l'abroger. Il n'y a pas d'autre solution que d'abroger cette réforme. Il ne vous a pas dit non, mais est-ce que vous avez cru déceler une ouverture, parce que c'est un silence évidemment qu'on peut interpréter de 1000 façons. Eh bien, écoutez, encore une fois, on verra au moment du discours de politique générale. Ce qui est sûr, c'est que il faut ouvrir le chemin de l'abrogation de cette réforme. Et donc, la CGT demande à organiser une conférence de financement avec tout le monde autour de la table, les acteurs sociaux bien sûr, mais aussi le gouvernement et les parlementaires pour trouver les financements nécessaires pour pouvoir abroger la réforme. C'est pas compliqué parce que ça coûte pas très cher en fait. Est-ce qu'il vous a redit qu'il n'y avait pas de tabou sur l'âge de départ à 64 ans ? Oui, il nous a redit qu'il était prêt à discuter de l'ensemble des sujets, donc y compris de l'âge de départ. Ça, il l'a précisé ou il est resté dans la formule « je suis prêt à parler de tout ». Il a dit y compris de l'âge de départ ? Oui, tout à fait. C'est moi qui lui ai dit que nous, de toutes les manières, c'est le sujet dont on voulait parler. C'est le sujet central. Alors, il a aussi dit que le problème, ça c'est le ministre qui l'a dit, c'est qu'il fallait que tout ça se fasse évidemment à financement constant. Oui. Donc j'imagine que vous avez aussi parlé de ça. Comment on finance si on revient, en arrière ? J'ai détaillé toutes les propositions de la CGT pour financer l'abrogation de la réforme des retraites. Il se trouve que ça coûte pas très cher en fait. Pour 2025, ça serait 3 milliards d'euros et pour 2030, 16 milliards d'euros. Et donc pour 2025, il suffirait de soumettre l'intéressement et la participation à cotisation. Ça va fermer aucune entreprise. C'est plutôt les grandes entreprises qui donnent de l'intéressement et de la participation. Et d'ici 2030, il faut un mix de mesures, notamment soumettre à cotisation l'épargne retraite, ce qui permettrait de financer l'abrogation de cette réforme qui est très violente. Est-ce qu'il vous a donné un timing, une échéance ? Non, il m'a juste dit qu'il avait compris qu'il fallait que ça soit rapide et que ça ne pouvait pas être renvoyé à 6 ou 9 mois, ce que je lui ai confirmé parce que cette réforme s'applique d'ores et déjà avec des effets extrêmement violents. Il faut donc la bloquer immédiatement. Ça fait presque 2 ans qu'on dit que cette réforme est délétère, qu'il faut l'abroger. Et là maintenant, il faut arrêter de tourner autour du pot. Ouais, on avait cru comprendre qu'il y avait un timing de 9 mois. Vous nous dites que non. Il vous a dit que ça se ferait même avant les 6 mois. Donc c'est évidemment une précision très très importante. Alors, il avait reçu d'autres partenaires sociaux avant de vous voir, notamment Patrick Martin pour le MEDEF. Patrick Martin qui a remis sur la table des propositions comme la capitalisation ou bien une solution fiscale pour financer la protection sociale. Est-ce que vous rejetez tout ça en bloc ou est-ce que vous dites oui, ça se discute autour d'une table lors de cette conférence que vous appelez de vos vœux ? Écoutez, si l'objectif de Patrick Martin, c'est qu'il y ait de nouvelles grandes grèves et grandes manifestations dans le pays, il peut continuer avec ce type de propositions. On voit bien que le seul objectif du patronat, c'est de livrer nos retraites à la spéculation et aux fonds de pension. C'est une ligne rouge totale pour la CGT, mais aussi pour l'ensemble des salariés des organisations syndicales, etc. Et donc, c'est un hors-sujet complet. Ce dont nous voulons parler avec le patronat, c'est des exonérations de cotisations sociales qui grèvent le budget de la sécurité sociale et qui empêchent
empêche le financement de nos retraites. C'est quasiment 90 milliards d'euros chaque année de cadeaux en termes de cotisations sociales qu'on donne aux entreprises et qui pourraient permettre de financer notre sécu. Vous parlez de relancer les mouvements sociaux, justement. Est-ce que vous avez l'intention de relancer les appels à manifester, les appels à la grève pour mettre la pression à François Bayrou pendant ce temps où il réfléchit à la suite pour les retraites? Écoutez, la CGT jugera sur pièce en fonction de son discours de politique générale la semaine prochaine. Je lui ai dit que son prédécesseur avait été censuré à cause de la violence sociale de sa politique. Si M. Bayrou veut durer comme Premier ministre, il faut qu'il réponde aux exigences sociales, aux urgences sociales. Il n'y a pas d'autre chemin que cela. Alors justement, à l'époque de Michel Barnier, le budget c'était 60 milliards de coupes. Ici, on est plutôt à 50 milliards. Donc on a compris que il y avait déjà du lest qui avait été lâché. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous dites qu'il faut aller plus loin? Non, la question, en fait, c'est celle de la justice fiscale. Nous pensons qu'il faut faire payer ceux qui sont à l'origine de cette dette, c'est-à-dire les grandes entreprises, les plus riches, qui ont bénéficié des largesses d'Emmanuel Macron et qui ont généré ce déficit lié aux cadeaux qui ont été faits pendant 7 ans. Sauf que vous nous avez parlé, en début de cet entretien, de la situation sociale qui était difficile. Il y a des chiffres ce matin dans la presse. C'est vrai qu'il y a l'industrie qui ferme de façon assez forte. Il y a 260 000 emplois qui sont menacés pour 2025 et le MEDEF, le patronat, il vous dit si on nous fait payer davantage, on va investir moins et on embauchera moins. Il y aura encore plus de chômeurs. Non mais le patronat passe son temps à faire du chantage à l'emploi. Ils avaient commencé à licencier avant qu'il y ait ce budget proposé par Monsieur Barnier. Et là, les licenciements sont là alors que ils bénéficient toujours chaque année de quasiment 200 milliards d'euros d'aide aux entreprises sans condition ni contrepartie. Ce qu'il faut, c'est conditionner les aides aux entreprises, soumettre et augmenter la fiscalité sur les grands groupes, sur les dividendes, sur tous les milliardaires. Il n'y a jamais eu autant de riches en France qu'aujourd'hui, alors que la situation sociale est catastrophique. Il vous a répondu quoi là-dessus? Parce que ce matin, dans les Échos, on lit qu'Amélie de Montchalin, visiblement, elle remet la hausse du coût du travail sur la table. Il vous en a parlé de ça spécifiquement ou pas? Il ne nous en a pas parlé. moi je lui en ai parlé en lui disant en lui faisant toutes les propositions de financement qui aujourd'hui sont portées par la CGT, en lui disant qu'il y avait des marges de manœuvre et que ce qui était sûr, c'est que le monde du travail refuserait de payer. Nous avons déjà payé. Depuis 7 ans, nous avons été mis à contribution. Nous avons subi plusieurs réformes de l'assurance chômage, une réforme des retraites, l'austérité en matière de salaire. Nos services publics vont très mal, notamment les hôpitaux. J'ai demandé à ce qu'il y ait beaucoup plus d'argent pour les hôpitaux. Et donc, il faut mettre à contribution les plus riches et les plus grandes entreprises. C'est de justice fiscale dont on a besoin. Et d'un mot sur la fonction publique, est-ce qu'il vous a confirmé l'arrêt des 2 jours de carence ou pas du tout? Eh bien, nous, c'est ce que nous lui avons demandé en lui disant que les fonctionnaires vont très mal, la fonction publique va très mal. Il y a une très forte grève le 5 décembre, que ça n'est pas possible de remettre sur la table les 3 jours de carence et qu'il faut revaloriser la fonction publique, parce qu'il y a un déficit d'attractivité. Non, comme vous voyez, il a répondu sur très peu de choses. Ouais. C'est la raison pour laquelle nous attendons le discours de politique générale que nous regardons attentivement et nous en tirerons toutes les leçons, y compris sur les suites en termes de mobilisation. La pression qui monte avant ce discours de politique générale la semaine prochaine. Merci beaucoup, Sophie Bini.